le lien avec addiction, troubles de comportement alimentaire et flore intestinale. Il y a des données assez claires là-dessus. Et bien sûr, les prédispositions à ce que le trouble apparaisse vont s'exprimer quand les événements, les facteurs environnementaux sont propices à cela. C'est-à-dire qu'une jeune femme ne devient pas anorexique ou se scarifies pas à la naissance, mais c'est lorsque les capacités d'adaptation aux agressions environnementales ne sont plus appropriées ou plus suffisantes, qu'il y a cette décompensation qui survient. Et concernant le deuxième facteur, bien sûr, c'est face au stress, c'est-à-dire que le seul facteur de stress sur lequel on peut jouer, c'est le contrôle. Donc le contrôle sur l'alimentation, le contrôle sur l'activité physique font partie d'une stratégie de gestion du stress chez les atypiques. Il ne faut pas perdre de vue que beaucoup de jeunes femmes anorexiques sont plutôt tête de classe que fin de classe. C'est quand même tout le contexte auquel on est confronté. Et encore une fois, quand on combine les deux, travaille sur la gestion du stress et l'anxiété d'une part, et travaille sur la flore intestinale, sachant que les deux se communiquent en permanence, c'est un peu la poule et l'œuf, on a des pistes de réflexion et de prise en charge qui sont vraiment efficaces. Ouais, alors je vais revenir, ça c'est pour votre fille gynéco, et sur ce que vous venez de dire sur des choses qui peuvent apparaître. Alors je vous mets le paquet. Pour les femmes, plus pour les femmes que pour les hommes, où j'explique, alors depuis plus de 15 ans, j'explique que à la ménopause, donc versus andropause, en fait, les hormones se pètent la gueule, les plâtres se pètent la gueule et on attaque les parpaings. J'avais pas grand chose de plus intelligent à dire, mais depuis un an, j'ai plus de choses intelligentes parce que j'ai une amie qui est malheureusement est décédé, qui était un doctorat de biologie en Australie, qui me disait, mais Fabrice, tu te rends pas compte, c'est que au moment de la crise de la cinquantaine, qui est par là à 5-10 ans près, il y a un effondrement des hormones, il y a un effondrement du système immunitaire, tout le système de suradaptation et donc de surstress, de même ma caméra elle en bouge, de surstress, c'est ce qu'on a vu là pour les atypiques. Et en plus, pour la partie qui savaient pas qu'ils avaient mis en surstress, qui est une espèce de maison de petits cochons qui tient pas la route, tout se pète la gueule. Et en fait, la personne, elle peut se trouver être beaucoup plus cash, beaucoup plus directe, avec un phénomène beaucoup plus radical, où les ressources sont plus à la main, et avec des choses qui peuvent réapparaître. Ce que j'explique, c'est des traits de type autistique ou des traits de type TDAH qui n'étaient pas perçus ou vus avant. Alors j'ai dit de type, et pour illustrer ça, j'ai un cas incroyable. J'ai eu qu'une personne il y a 1 an ou 2, je crois, qui m'a dit, Fabrice, quand mes règles sont arrivées, j'ai perdu la vue. Ma vue est réapparue depuis 1 an à la ménopause. Bon, dommage que ce soit pas la parole. Je pense qu'il y a j'aurais pu m'abstenir de celle-ci, mais bon, on est aussi des fois un peu autistique par notre humour, parce que des fois on est un peu décalé quand on peut être un peu de trash aussi. Moi, c'est des reproches qu'on me fait parfois. J'ai eu récemment quelqu'un qui m'a envoyé une information sur LinkedIn, où je de moins en moins, à propos d'une influenceuse végane crudivore qui avait énormément d'audience et qui est morte. Et plein de gens commentaient. Ah oui. Et moi, j'ai mis un commentaire qui était c'est un régime très intéressant qu'il faudrait proposer à tous les influenceurs. Donc forcément, ça a été accueilli diversement. Mais c'est façon de dire qu'aujourd'hui, on a aussi, ça vient brouiller les pistes dans un monde où l'art de la communication tient lieu d'expertise, et où parfois, en plus, il y a un autre facteur de stress pour les personnes atypiques, c'est les charlatans ou les imposteurs. Il y a énormément. Nous, on a le syndrome de l'imposteur dans le sens où on s'estime pas à la hauteur, mais on arrive à démasquer des gens qui ont des compétences autoproclamées qui sont loin d'être ce qui nous semble, et pour qui l'art de communiquer tient lieu d'expertise, et où on voit parfois des retours en arrière dans le niveau de connaissance des gens qui sont assez effrayants. Et c'est vrai que
moi, mon plus gros exercice aujourd'hui, et je vais m'y tenir, c'est de m'enlever de tous ces réseaux-là parce que j'y apprends rien et je passe mon temps à m'énerver et à y perdre du temps. C'est-à-dire que je caricature un peu, mais c'est ça, parce que on a aussi les dieux des intelligences typiques qui sont allés à une formation le samedi et qui le lundi font un super post où ils vous expriment la sérotonine, vous expliquent les oméga 3 parce que comme pour eux c'est nouveau pour les autres. Je prends un exemple un peu caricatural, mais c'est vrai que la, la possibilité pour tout un chacun de communiquer même sur des choses sans intérêt nous agresse parce que ce qui nous intéresse, c'est pas forcément écouter. Et pour nous, c'est vital. Il y a des choses qu'on fait. Moi, par exemple, on me demandait combien de fois j'étais invité à des congrès de rhumato. J'ai répondu zéro. Sauf une fois au Pérou, où j'étais invité pour parler de la fibromyalgie à un congrès de gastro, parce que là-bas, ils disaient, mais la fibromyalgie, c'était en 2009, c'est la fibromyalgie, c'est une maladie digestive. Donc, la vision ethnocentrique des Européens qui savent tout déjà avaient pris une sacrée claque. Mais ce que je veux dire, on a aussi, moi, ce que me dit souvent ma compagne, je suis un peu en lutte par rapport à une espèce de colère réelle de ne pas avoir pu éventuellement faire entendre des choses qui me paraissent vitales et importantes, y compris celles dont on parle aujourd'hui, parce que l'espace est occupé par des gens qui le remplissent à dire des banalités. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal encore, et je pense que on est un certain nombre dans ce cas-là, on a beaucoup de mal à prendre la distance et à rester zen face à ce genre de contenu. Et donc, le meilleur moyen, c'est de pas les voir. Ouais, moi, j'ai un peu ça depuis 20 ans et c'est ce que je vis dans le monde de la douance avec le récit officiel, la religion officielle qui a son sens quand on parle de QI typique, mais qui n'a pas du tout son sens quand on parle des atypiques, mais une espèce de phagocytage du HPI, mais comme ils savent pas répondre, qu'il n'y a pas d'études, et qu'en gros, faut juste quand même bosser un peu le sujet et que la majorité sont pas concernés, c'est vite réglé. Mais je viens quand même vous rechercher sur les femmes, la Ouais. ménopause, le terrain immunitaire et les emmerdes qui arrivent autour de la crise de la cinquantaine qui touchent plus les femmes que les hommes. Ouais. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que les oestrogènes sont des hormones qui, comme la progestérone, ont des impacts au niveau du système immunitaire. D'ailleurs, il y a une plante bien particulière qui s'appelle l'alchimie, qui est à la fois progestative et antimycosique. Donc, ça veut bien dire que, comme tous les systèmes d'adaptation communiquent entre eux, il y a des molécules du système hormonal qui agissent sur le système immunitaire, il y a des cytokines qui agissent sur les hormones, les neurotransmetteurs qui agissent sur les uns et sur les autres. Bien évidemment, quand il y a un effondrement physiologique d'un des systèmes et qu'il est sous tension, l'ensemble va décompenser. Et puis, il y a aussi une petite mort malgré tout, c'est-à-dire que euh, face à l'angoisse de mort, il y a des personnes atypiques qui n'ont pas forcément trouvé le projet qui leur permet de se sentir vivant, le projet professionnel, le projet artistique, le projet associatif, hein, on l'évoquait tout à l'heure, mais on se sent vivant à travers un projet qui a du sens. Si ce projet n'a pas été clairement trouvé, que le chemin a été barré ou que des problèmes de santé ont fait que la personne a dû lâcher ce qui était important pour elle, l'arrivée de la ménopause qui renvoie à l'idée qu'il y a une horloge biologique et qu'elle va s'arrêter de battre à un moment donné pour tout le monde. Hein, comme disait Guy Bedos, j'ai du mal à entendre parler des lendemains qui chantent si je fais pas partie de la chorale. Hein, c'est un petit peu ça. La proximité ou le renvoi à cette idée de la finitude sans avoir accompli ce qui justifie en quelque sorte notre passage sur Terre, c'est aussi un facteur qui majore le stress. Moi, je vois une majoration du stress dans ce contexte-là. Et finalement, derrière tout l'arsenal de processus physiologiques que vous avez évoqués, il y a aussi une dynamique existentielle qui est moins prégnante chez les hommes, puisque moi, je suis assez bien placé pour savoir qu'on peut être père à n'importe quel âge. Moi, j'ai 63 ans et j'ai une fille de 15 mois. Et je veux dire, on peut regarder des choses dans tous les sens. Pour une femme, c'est pas possible, ce qui veut dire qu'au-delà des questionnements et des arbitrages et des concepts sociaux, anthropologiques qu'on peut y mettre, l'homme peut se donner l'illusion beaucoup plus tard qu'il a son utilité et qu'il peut gérer son angoisse de mort. La femme, quand elle arrive à la ménopause et qu'elle a ni réussi une vie de la norme en quelque sorte, j'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai eu un travail, j'ai ma maison,
mais qu'elle n'a pas non plus pu exprimer un projet qui la rende vivante, eh ben, elle prend la porte dans le nez et ça lui fait très mal. Et bien sûr, les manifestations physiologiques et cliniques que vous décrivez derrière, elles accompagnent ce moment-là. Est-ce que vous voyez un impact particulier, je reste sur les femmes dont je m'occupe depuis 15 ans à peu près, spécifiquement dans le monde de l'AdWords, avec beaucoup de témoignages vu qu'elles ne sont pas en danger avec moi, sur le fait que les femmes HPI ont une dominante testostérone. Qu'est-ce que ça bouge chez elles versus les autres, les femmes neurotypiques? Je sais pas, je n'avais pas cette idée-là, mais je pense que c'est un regard qu'on pose à travers le fait que souvent elles ont une détermination entre guillemets masculine à exprimer ce qui fait leur singularité. Et a fortiori si elles sont pas forcément bien accompagnées. Je voulais rebondir d'ailleurs à ce sujet-là sur un autre élément que j'explique aux patientes, plus qu'aux patients d'ailleurs que je peux recevoir, sur avec quel type de personne on peut vivre. Donc je prends l'image du martien qui est assez intéressante. Donc vous êtes un martien et vous rencontrez une martienne et l'un est passionné de littérature, de philosophie, l'autre est chirurgien. Ils ont des emplois du temps très remplis. Les gens disent comment ils font et ils vous disent c'est évident, c'est facile parce que il y a un élément qu'ils ont en commun, c'est la passion que l'autre a pour son activité, reconnaît la propre passion qu'ils ont pour leur projet et comme ils sont acceptés avec leur propre passion, ils ont beaucoup d'ouverture vers l'autre et éventuellement ils vont découvrir à travers l'autre un nouveau champ de curiosité qui leur était étranger jusque-là. Et donc, étonnamment, ça peut fonctionner très très bien, alors que on peut voir même dans les médias un tel qui est ministre, l'autre qui est chanteuse, ou enfin voilà, des gens qui viennent d'univers différents et qui cohabitent facilement parce que leurs deux sous-couples se sont écrasés, qu'ils savent qu'ils peuvent pouvoir partir. Vous avez la cohabitation avec le terrien bienveillant, un peu comme dans E.T., qui cache E.T. pour pas que les méchants l'attrapent. Il avait envoyé des signaux vers l'espace, c'est typiquement le terrien ou la terrienne qui va dire ouais, alors Fabrice, je le suis pas toujours, des fois il est perché, mais quand il redescend, je suis content d'être là simplement pour partager des moments avec lui parce qu'il m'appelle. Vous voyez ce genre de truc. Donc c'est les terriens qui sont typiques, mais qui vivent très très bien. On en connaît hein, avec des personnes atypiques. Et puis le troisième profil, c'est le terrien ou la terrienne malveillante. Et là, en général, moi, c'est un constat que j'ai fait, et ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est au doigt mouillé, mais l'atypique, souvent choisit d'être choisi. C'est-à-dire que de par la conscience plus ou moins nette qui fonctionne pas comme les autres et qu'il a un syndrome de l'imposteur, si une personne s'intéresse fortement à lui, même si c'est pas le coup de foudre, il va se dire, bah, au moins, bon, il y a une chose qui est certaine, c'est que cette personne-là, puisque je lui plais, je suis rassuré sur le fait que je vais pas me retrouver tout seul, abandonné, donc je pourrais peut-être être moi-même. Il y a une part d'angoisse existentielle qui est réglée. Sauf que je prends souvent cette image, la personne atypique, elle est en randonnée avec des gens, elle marche depuis une heure en montagne et on arrive devant une fourche. Tout le monde veut partir à droite. Et puis nous, comme on a Google Earth, on part à gauche. Donc, la personne en question se dit, ah, il est marrant, lui, ou elle est marrante, elle prend pas le même chemin que tout le monde. C'est bien d'être avec quelqu'un de différent. Sauf qu'au quotidien, vous prenez jamais le même chemin et que ce qui était un facteur de séduction devient un facteur d'énervement et un facteur de stress, majoritairement vécu sous la forme de la lutte. Et la lutte chez un mâle alpha face à une femme, c'est souvent pervers narcissique ou manipulateur. Et quand une femme, malheureusement, au cours de son expérience, vous raconte plusieurs histoires similaires, c'est pas qu'elle a une tête à se faire taper dessus parce qu'elle énerve les hommes, entre guillemets, je pousse le raisonnement absurde jusqu'au bout, Non, non, mais mais c'est c'est parce bon. que sa singularité, qui est un facteur d'attraction, devient rapidement un facteur de répulsion. Et comme elle a absolument pas changé, bah forcément, imprévisibilité, absence de contrôle, il y a à la fois l'absurde et l'injuste, et c'est un facteur de stress énorme. C'est-à-dire qu'il faut se reconstruire doublement à travers je vais dire, la digestion des traumatismes et à travers la compréhension du sens de ce qui s'est passé. J'ai en tête une patiente qui s'était fait taper 2 fois par ses maris successifs. Non seulement il a fallu qu'elle fasse une thérapie pour effacer le traumatisme, mais la vraie question c'était mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive et qu'est-ce que je peux faire pour que ça arrive plus. Et puis voilà, je peux rentrer dans les détails après de la psychothérapie qu'elle a menée avec un psychothérapeute zèbre, mais aujourd'hui elle vit avec une femme du coup atypique
Et ça va super bien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de fatalité de la reproduction des schémas. Il n'y a pas de transgénérationnel du traumatisme parce que le grand-père a violé un âne et que, vous voyez, il y a des fois des gens qui vont dans des, dans des considérations, comme je dis souvent, ce qui n'est pas réfutable et pas scientifique. Donc, occupons-nous déjà de ce qui est réfutable et de ce qui est scientifique, et puis laissons la part de la spéculation ésotérique à ceux qui ont plus d'aisance avec ça. Mais il est certain que beaucoup de dynamiques relationnelles pourries se construisent autour d'une dynamique de stress liée à cette ambivalence de séduction, répulsion, qui se construit en 2 temps de manière assez rapide. Le troisième point dont vous avez parlé, je crois qu'il est très fréquent dans le monde d'imposture ou d'imposteur, c'est-à-dire que les atypiques se sentent imposteurs alors qu'on est dans un monde d'imposture, de se laisser choisir, et en général, à l'arrivée, c'est un échec. C'est pas, je crois que c'est pas une bonne option. Dès le démarrage, de se laisser choisir, et en même temps, les atypiques ont du mal avec tous les jeux de séduction, tous ces trucs à la con qui sont juste une espèce de grande pièce de théâtre ridicule, hein, globalement, pour beaucoup d'atypiques qui peuvent encore douter. D'où l'importance de bien le connaître, d'où l'importance de bien se connaître au regard de la cartographie du monde des atypiques, ça sert à ça. Et la cartographie du monde des atypiques, c'est toujours une anthropologie, pas les mêmes enjeux, pas les mêmes attentes, pas le même vocabulaire, les mots n'ont pas le même sens, pas le même fonctionnement, pas le même système d'exploitation, pas la même carte mère. Et je préfère être ostentatoire sur le sujet pour prendre la mesure du décalage, et les autres qui sont pour rien. C'est que quand j'explique que je distingue les choses, je n'oppose pas les communautés, sauf que la communauté qui a colonisé la Terre n'est pas la nôtre. C'est comme ça, ils n'y peuvent rien et nous non plus. Mais il vaut mieux le savoir, on est des expatriés dans un monde étranger, vaut mieux faire des choix, vaut mieux faire des choix éclairés. Une fois de plus, vaut mieux préparer les enfants. Et préparer les enfants, c'est pas créer de la discrimination, créer la guerre. On peut être très heureux dans un autre pays qui n'est pas le nôtre naturellement. Donc, on n'est pas sur la bonne planète. C'est comme ça. On peut faire avec. On peut être heureux, lucide, averti, gérer nos aspérités comme on le fait. Évidemment que c'est plus facile pour les hommes que pour les femmes qui sont des surfaces de projection et qui se font emmerder. Et sur ce que vous disiez, non seulement ça va créer de l'aigreur, je reviens sur la troisième option, mais en plus, ça va commencer à scanner, passer sous les tapis, regarder derrière les placards, et que ça, l'ego en face, il va pas aimer. C'est-à-dire l'ego qui essaie de se maintenir debout parce que le récit collectif ne tient plus. Et tout ça s'empire encore si cette femme est autiste ou cet homme, parce qu'il y a une incompréhension structurelle, encore une fois, de quelque chose à apprendre. Dans le monde de l'autisme, ça s'appelle des habiletés sociales. Quelque chose à apprendre avant de comprendre. Et après, on peut comprendre si on comprend que c'est une langue étrangère, ça parle pas la même langue. Et surtout qu'il y a les implicites, ce dont on a parlé tout à l'heure avec le livre de Carlos et de ses amis, du récit collectif qui tient lieu de récits individuels. Et c'est une absolue nécessité pour essayer de trouver une coexistence pacifique. C'est un vrai sujet sur les histoires de couple. C'est un vrai sujet. J'ai plein d'idées sur ce qui marche pas, j'en ai un peu moins sur ce qui marche bien. C'est pour ça que j'ai pas fait de conférence dédiée encore sur le sujet. Mais à minima, la lucidité, faire les choix et savoir où il faut pas aller, ça me paraît important. Ouais, j'ai une petite expérience du sujet, comme je dis toujours, 4 enfants, 3 mamans, 2 divorces, un avocat. J'ai fait un peu le truc à l'après-vert. Donc ça me donne un petit recul pour pour expliquer les éléments qui peuvent se jouer. Il y avait un point aussi que je voulais évoquer. On est passé rapidement dessus tout à l'heure sur l'histoire du burn-out. Il y a un élément aussi que j'essaie de faire comprendre aux patients atypiques, c'est la différence qui existe entre beaucoup travailler et trop travailler. Est-ce que vous-même vous faites la différence, par exemple? Alors, je réponds avec juste un truc. Je pense que les atypiques, je réponds à votre question après. Ouais. Les atypiques, c'est plus du burn-out que du burn-out. Donc, il faut prendre les deux. C'est-à-dire du broyage psychique. Yep. Moi, j'ai fait 3 burn-out tout en le sachant. Je peux travailler 7 jours sur 7, mais maintenant, j'arrive à dormir parce que j'ai
toute une machinerie. Il faut que je dorme, ce que j'ai pas pu faire toute ma vie. Mais déjà, quand je travaille beaucoup, pour moi, j'arrête d'expliquer aux gens ce que ça veut dire travailler beaucoup, parce que mon cerveau, il travaille H24, Bien sûr. 365 jours par an, que je m'organise en général pour faire 3 choses en même temps, sinon je m'emmerde, que tout est automatisé, que j'ai zéro patience et que j'ai pas été programmé. Je dis à mon père, vous avez fait des économies au démarrage, il y a des logiciels qui sont pas dedans. Bon, pour me rassurer, il m'a dit, on a quand même fait des trucs qui sont pas mal. J'ai dit, ouais, Puis il y a des mais mises à jour. ouais, encore qu'il y a plus les pièces d'origine, hein, Ouais, ouais. pour certains trucs. Mais donc, beaucoup travailler ou trop travailler, c'est-à-dire que, comme j'explique pour beaucoup de surdoués, on va jusque dans le mur, puis on a l'habitude que de toute façon ça tient, donc on attaque encore la falaise. Et quand on fait les alertes, c'est trop tard, c'est qu'on a la tête en sang. C'est-à-dire que le niveau des alertes, la nature des Ouais, alertes et comment on qualifie le sujet n'a rien à voir entre typique et atypique. ouais. Le typique, Alors, quand il queen, il y a encore des marges de manœuvre. L'atypique, alors, quand il queen, c'est que c'est ouais. trop tard. Alors, il y a une option moi aussi que j'essaie de faire comprendre aux gens, c'est que quand on est dans un projet qui nous tient à cœur, qui a du sens, on travaille beaucoup sans s'en rendre compte. Bon. Et le typique, il nous voit travailler beaucoup. Déjà, pour lui, c'est trop. Donc, si nous, on travaille trop, il ne va pas la différence. Quelle est la différence? C'est, imaginons que vous soyez investi pour réaliser un projet qui vous tienne à cœur dans une ONG ou une grosse boîte où il y a beaucoup d'autres personnes qui interviennent, notamment une majorité de typiques. Est-ce que vous êtes sûr que l'engagement que vous mettez à faire des choses va vous garantir que le projet réussisse à la hauteur de vos attentes? Non. Et donc, ça crée un stress qui va introduire un hyper-contrôle qui va consister à repasser derrière les autres, à faire du travail en plus, à trouver des solutions, voire à faire des miracles dans un contexte de stress. Et c'est ça qui va envoyer les atypiques dans le mur. Je vous donne un exemple de ce qui est arrivé à un de mes patients. Donc, il était dans le service comptable d'une PME. Ils étaient deux, en fait, dans le service. Et au moment des bilans de fin d'année, son collègue tombe malade, mais pas un petit truc, genre une leucémie, donc out pendant un petit moment. Et donc, il se retrouve à devoir, face à un travail impossible à faire. Et il a fait ce que beaucoup auraient fait parmi nous dans ce contexte-là. Il a dormi 3 heures par nuit, il a bossé comme un malade, les bilans étaient finis à temps et il a fait un burn-out derrière, enfin, diagnostic de burn-out pour rebondir sur ce que vous disiez juste avant. Et donc, moi, quand je l'ai reçu en consultation, j'ai dit, est-ce que vous aviez l'option de faire autrement? Parce qu'en fait, il y avait deux parties de lui qui étaient en opposition. C'est souvent ce qui fait le stress. Il y avait une première partie qui était les besoins, qui serait de dire, humainement, je ne peux pas travailler 20 heures par jour pendant un mois, il faut que je me repose. Mais il y avait le juge intérieur, cette espèce de personne vraiment intransigeante qui lui disait, tu vas quand même pas laisser le truc en plan, c'est le sens de ta mission, il faut que ça soit fait. Et donc, il écoutait le juge plutôt que ses propres besoins et il a été au bout de sa vie pour rendre ce travail. Et donc, j'ai bien expliqué que, quelle que fût la décision qu'il ait prise à ce moment-là, soit de bosser 20 heures par jour, soit de dire, moi, je suis payé pour faire 35 heures, le reste, je m'en fous, il y aurait toujours une partie de lui qui aurait pas été d'accord et il aurait été en stress. Alors, il m'a dit, mais comment j'aurais pu gérer ça? Et c'est là que la communication par les mots de manteau dont je parlais tout à l'heure devient intéressante. Je dis, voilà, moi, voilà ce qui serait passé à votre place avec mon supérieur hiérarchique. On part de ce que les deux peuvent pas contester. Bonjour, monsieur Michaud, voilà, vous êtes directeur d'entreprise. À votre avis, combien de personnes on est au service compta? Oui, ça m'a vous a raconté, vous êtes deux, ouais. Est-ce que vous avez remarqué si on passait beaucoup de temps à la pause café ou à la pause cigarette, ou est-ce que vous avez l'impression qu'on est pied au plancher toute la journée? Bah ouais, évidemment, vous êtes pied au plancher. Donc, on est deux personnes très occupées dans ce service. Il s'avère que maintenant, je suis tout seul et que j'accorde beaucoup d'importance au fait que le travail soit bien fait. Est-ce que vous pensez que j'ai une chance infime d'y parvenir? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que si on renvoie pas l'autre à sa responsabilité de dire merde, faut que je recrute quelqu'un, ou alors je vais mettre les mains dans le cambouis, puis je vais demander à mon sous-directeur de me remplacer de quelque temps. Le zèbre, il va faire des miracles, c'est-à-dire qu'il va prendre sur lui pour rendre possible ce qui lui paraît indispensable, sans même se rendre compte qu'il fait des miracles. Et donc, comme par hasard,
quand il revient au travail, tous les dossiers compliqués que personne n'a voulu, par une espèce d'aspiration magnétique, il arrive sur son bureau. Il est 6h moins 10. Oh, Félix, il y a ces dossiers qu'on n'a pas pu faire. Est-ce que vous acceptez de les faire? Et c'est toujours le même piège. Et donc, c'est ce qui fait la différence. Alors ça devrait être le prochain interview où j'ai une personne qui est directrice de recherche au CNRS sur la vie dans les organisations, qui est aussi dans mes différentes vies et mes différents métiers, 35 ans de pratique. C'est qu'en plus, cette personne, si elle merde un peu, on va lui reprocher. Si elle est malade, on va lui reprocher. Elle part en maladie, elle revient, elle part le week-end, elle prend 3 jours, elle a tous les dossiers parce qu'on considère que c'est la personne qui fait les trucs miracles et que cette personne, en fait, qui engage une co-responsabilité à habituer les autres à faire de la magie, à avoir une baguette magique, à faire le boulot de 3. Je donne juste un exemple d'un cas de quelqu'un qui fait le boulot de 3. En septembre, octobre, elle est malade, elle s'arrête 15 jours, elle fait le boulot de 2,5 et son chef lui dit non, tu n'auras pas de prime parce que là, quand même, ça s'est mal passé en fin d'année, tu t'es arrêté, donc on ne sait pas comment ça se passera l'année prochaine, donc on verra dans un an. Et des comme ça, c'est à longueur d'année. Donc, faut bien savoir que faut accepter que les gens aillent se manger des murs, faut accepter qu'ils fassent de la merde, faut accepter qu'on va pas sauver le monde parce que tout le monde s'en fout et qu'en plus ça va se retourner contre nous, ou que dans le bouquin qu'on a écrit avec Élodie Crépel, il y a une clé qui s'appelle 3 petits points bande de cons. C'est-à-dire que si on fait le boulot de 2 ou 3 petits points bande de cons, vous êtes mou, vous êtes feignant, vous en foutez, vous faites de la merde, vous le savez, mais vous continuez, vous vous cassez en implicite, vu de l'ego en face, 3 petits points, bande de cons. C'est-à-dire que là où on croit qu'on sauve, qu'on aide, qu'on rend service, ça se retourne contre nous. Ouais. Ce que beaucoup d'atypiques ne comprennent pas, toujours pas dans l'intention qu'on a, mais dans les faits qu'on produit. Et le problème, c'est qu'il y a une partie de l'atypique qui peut pas faire autrement puisque ça le rend vivant de bien faire les choses. Et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Finalement, quand on les fait très bien, les gens se disent pour partie, Fabrice, c'est top, on peut lui confier un dossier, c'est super. Mais d'abord, c'est le dernier arrivé dans la boîte, il bosse mieux que les autres. Pour qui il se prend ce mec? Non, mais tu vas voir qu'il veut la place du patron. C'est-à-dire que il y a cette dissonance cognitive dont je parlais tout à l'heure qui va amener ce stress-là. Et moi, j'explique souvent aux gens, soyez attentifs aux premières manifestations de stress que vous percevez chez vous. Il se passe quelque chose, j'ai mal au ventre, j'ai une tension dans le dos. Ah, je sens pas cette personne. Ah, maintenant, c'est pas rationnel. Si, c'est que notre cerveau, il a capté une information implicite. Et dans la bouche des autres, oh, avec toi, c'est toujours pareil, ou il y a jamais moyen, ou t'es jamais content, ou t'es trop si. C'est-à-dire qu'il y a les mots caractéristiques qui viennent trahir qu'il est en limbique. Et donc, on doit tout de suite écarter le contenu pour dire mais moi aussi ça me fait plaisir, ou alors oh là t'as l'air bien embêté à l'idée que je veuille bien faire des choses, qu'est-ce qui te dérange autant? C'est-à-dire que la communication non par questionnement ouvert dans ce cadre-là, elle vise à ce que on n'intègre pas le stress, c'est-à-dire qu'on va pas demander à l'autre de changer, on va pas demander à soi-même de changer, simplement en utilisant cette communication-là, on va pas rester sur le limbique. Un exemple pour illustrer ça, j'avais une patiente qui me disait, moi maintenant, quand dans une réunion, il y a un truc qui se passe pas bien, je me lève sans un mot et je sors, plutôt que de m'énerver. J'ai dit, c'est super, au lieu d'être en stress, en lutte, vous êtes en fuite. Il dit, bah alors qu'est-ce que je dois faire? Avant de vous lever, vous dites, à votre avis, quand j'entends ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens? Peu importe, je m'en vais. Parce que il y a une clé, moi aussi, que je trouve intéressante. L'argument rationnel face à un typique de mauvaise foi, il peut être complètement disqualifié. D'abord, la Terre est plate. Je l'ai vu chez Hanouna, il y a 600 000 likers, la Terre est plate. Donc, vous avez vu quelques trucs depuis Galilée, vous dites là, je suis quand même mal barré, mais vous savez que vous ne pouvez pas faire entendre raison. Par contre, l'émotion, elle peut pas être disqualifiée. Dire à quelqu'un, à ton avis, quand ça se passe comme ça, qu'est-ce que je ressens? Ah ben, j'en sais rien, ben, je suis extrêmement gêné ou stressé, est-ce que tu veux savoir pourquoi? Et le fait de procéder comme ça diminue sensiblement le stress. J'ai une histoire comme ça, c'était une patiente qui avait pris un nouveau poste 3 ou 4 mois avant qu'elle vienne me voir. C'était un poste à responsabilité et qui était supérieur, y compris niveau rémunération, à tout ce qu'elle avait pu avoir avant.
et elle commençait à avoir des vrais soucis, elle dormait plus, elle avait mal dans le dos, elle avait mal au ventre, donc les manifestations habituelles du stress, parce que elle pensait qu'elle faisait pas bien les choses et qu'on allait la mettre dehors. Pour autant, son chef lui disait régulièrement, mais faites du bon travail. Mais elle entendait, il dit ça pour m'amadouer avant de me foutre dehors. C'est-à-dire que avec les mêmes éléments, on ne construit pas les mêmes scénarios non plus. Et donc, au cours de la consultation, évidemment, moi j'ai regardé son intestin, j'ai regardé travailler sur le stress et tout, mais je suis revenu à la charge, je lui ai demandé, à votre avis, est-ce que ce monsieur il est plutôt bienveillant ou c'est le profil du salcon manipulateur? Il me dit non, il est plutôt bienveillant. Alors, vous savez ce que vous allez faire prochaine fois que vous avez l'occasion de discuter avec lui, qui vous dit ah mais vous avez fait du bon travail, répondez-lui à votre avis quand vous me dites ça, qu'est-ce que je ressens? Et la suite de l'histoire, elle me l'a raconté à la consultation suivante. Donc elle a posé la question quand l'occasion s'est trouvée et lui a dit ah mais je pense que ça vous fait plaisir que je vous dise ça. Elle a dit non non, en fait moi ça m'inquiète beaucoup parce que je suis tellement exigeante avec moi, j'ai l'impression que je fais jamais assez bien. Je pense que vous dites ça pour me rassurer. Et ce qui s'est passé, qu'elle m'a raconté dans le fil de la conversation, c'est que désormais, quand il la croisait, il lui disait, on va prendre Chloé toujours, Chloé, vous pouvez être satisfaite de votre travail. C'est-à-dire qu'il portait la même appréciation sur ce qui avait été fait, mais au lieu de le formuler de son point de vue à lui, il le formulait du point de vue de cette patiente, dont il avait compris qu'elle avait besoin d'avoir une bonne appréciation d'elle-même par rapport à sa grille de lecture et par rapport à sa cotation. Et évidemment, ça remontait il y a un petit moment. Moi, je l'ai plus revu parce que le dernier mail qu'elle m'avait envoyé, c'est j'ai arrêté les plantes, tout va bien, j'ai plus mal au ventre et je suis très épanoui de mon nouveau travail. C'est-à-dire que la qualité de l'aptitude à décrypter le stress, le Wisniche et à pouvoir trouver les moyens de communiquer dessus, c'est extrêmement important. Surtout pas dire ce que vous faites, ça va pas, ou qu'est-ce que je pense de votre travail, parce que vous mettez obligatoirement votre interlocuteur qui est déjà réticent en mode de stress. Par contre, à votre avis, qu'est-ce que je ressens quand les choses se passent comme ça? C'est aussi une stratégie que je propose pour des familles où vous avez par exemple la mère et la fille qui ont le même profil atypique et qui se crêpent le chignon en permanence. Et vous devez voir ça souvent, la maman dit, je peux plus communiquer avec ma fille, c'est la guerre et tout. Je dis, ok, vous allez trouver un endroit où vous pouvez vous retrouver toutes les deux, vous la prendre par surprise et lui dire, Chloé, qu'est-ce que tu penses de la façon dont on communique en ce moment? Qu'est-ce que tu ressens face à ça? Ouais, on s'entend plus, de toute façon, ma mère, machin, enfin bref. À ton avis, moi, qu'est-ce que je ressens? Et il y a des mots-clés qui sont je suis triste parce que je t'aime, on n'arrive pas à communiquer, je suis bien d'accord. Et après, à ton avis, pourquoi ça se passe comme ça? Eh ben, est-ce que tu as remarqué qu'on a le même fonctionnement? Est-ce que tu as entendu parler des atypiques? Et en fait, c'est faire comprendre que parce que ils ont les mêmes fonctionnements et que ça provoque les mêmes réactions émotionnelles liées aux mêmes situations, il faut à tout prix qu'elles restent alliées. C'est-à-dire, je comprends bien que ce que j'ai dit, ça t'a énervé, je m'en étais pas rendu compte, je te demande pardon. Par contre, t'as pas réalisé non plus que ta réponse a pu me mettre à mal et tu pensais pas. Et en fait, donner du sens à ce qui se passe, ça veut pas dire je m'excuse de t'avoir dit un gros mot, par exemple, ou je m'excuse de m'être emporté, mais je comprends que ça t'a touché, mais est-ce que tu sais pourquoi c'est arrivé? Et encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on accède au sens de ce qui s'est passé, la blessure, elle est moindre. Et c'est vraiment important parce que le paradoxe, on pourrait dire, bah, il y a une martienne, une petite martienne et des petits martiens à la maison, et bien en fait, on n'arrive plus à communiquer parce que on est tellement verrouillé et on est tellement sur, comment dirais-je, sur les ergots à se protéger que on se rend pas compte que la personne qu'on mord, en fait, elle fait partie de notre clan. Ouais, il faut arriver à décoder, et ça c'est vraiment important, c'est qu'est-ce que je dis quand je dis ce que je dis et quelle est mon intention. Et il y a aussi le niveau, beaucoup d'atypiques, plus les hommes que les femmes, là justement, se réfugient dans leur cerveau, c'est-à-dire qu'ils sont coupés de leurs sensations, de leurs émotions. Pour moi, le cerveau d'un atypique, c'est tout le corps. Tout le corps est un cerveau. Chaque cellule est un cerveau de sensations, de perception, d'intuition, de vision. Et beaucoup d'atypiques ne veulent pas faire confiance à ça ou doutent de ça, mais en fait c'est le cerveau qui doute, c'est pas le corps. Le corps a toujours raison. Le corps envoie toutes les communications et c'est extrêmement important pour une part
de rouvrir les canaux de communication où parfois il y a bien les informations, mais les informations sont pas traitées, ou alors les informations sont retraitées de manière dégradée ou disqualifiée. Effectivement, si on passe derrière le miroir, ça, pour des personnes de bonne volonté, hein, on est d'accord, pour les personnes de bonne volonté, de voir que toute la sensibilité, la susceptibilité, moi ça m'arrive de prendre feu, des fois je dis je suis désolé, j'ai pris feu et je suis parti trop vite, trop loin, donc on peut être à vif, hein, j'explique qu'on est des centrales nucléaires avec des cœurs de réacteurs, et si en plus les cœurs de réacteurs, en particulier les miroirs mère-fille, se font face en particulier à l'adolescence, ça craint. Oui, mais donner du sens, ça donne des clés, ce qui est important, moi, ce que je l'explique souvent quand il m'arrive d'avoir les deux en même temps, dire déjà vous avez hérité du même intestin au départ, et vous tombez de la même planète, donc forcément vous allez avoir besoin d'être des alliés quoi qu'il arrive, même si vous êtes en désaccord. Il y a une grande différence entre le stress et le désaccord. Le désaccord, c'est cognitif, le stress, c'est systémique quelque part. Et c'est là que l'aptitude, moi c'est peut-être ce que, à titre personnel, ce qui me sort vraiment la tête hors de l'eau depuis maintenant une dizaine d'années que j'ai intégré ça, c'est d'avoir identifié les premières manifestations de stress chez l'autre, par exemple, et d'anticiper des situations potentiellement stressantes en désamorçant les bombes. Je vois par exemple en 2022, quand j'étais retourné voir mon frère, j'avais dit, alors il y a 3 sujets de conversation interdits, le foot, la politique et le Covid. À votre avis, est-ce que Mbappé s'est fait vacciner avant d'aller voter? Donc, éclat de rire général, mais du coup, on a évité les sujets et on a pu trouver, à travers les règles sociales qu'on a comprises, quels étaient les territoires sur lesquels on pouvait discuter sans craindre qu'à un moment donné, les zébrures nous portent préjudice. Alors, on peut s'attrister de voir qu'il y a une restriction des champs de conversation qu'on peut avoir avec d'anciens proches ou de la famille, mais une fois qu'on le sait, on peut aussi fonctionner avec ça. Moi, j'ai un ami qui me dit, moi, de temps en temps, j'adore retrouver mes anciens copains de collège, aller boire des bières et bouffer des pizzas en regardant du rugby, crier comme un con pendant la soirée, et ça fait du bien. Mais il va pas du tout aller discuter de Spinoza, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure ou autre, mais il sait ce qu'il va y chercher, parce que quelque part, c'est aussi rassurant de retrouver sa famille d'accueil. C'est-à-dire que si on est sur une planète étrangère et que les gens vous ont dansé des signes d'acceptation, ils disent il est vert, nous on n'est pas de la même couleur, ah mais il est sympa, quand il fait pas chier tout va bien, je le dis un peu crûment, et on peut aussi cohabiter de cette manière-là si on sait à l'avance jusqu'où on peut aller, ce qu'on va y chercher et ce qu'on est prêt à ne pas entendre. C'est-à-dire que là, ce que vous avez dit, vous voyez, ça m'a un peu dérangé, est-ce que vous pouvez comprendre que je vais pas revenir tout de suite, par exemple. Là, ça permet vraiment de naviguer en toute pas en toute, mais en relativement importante tranquillité. Et moi, je sais que l'intégration de ces modes de communication par les modes mentaux, ça m'a fait passer de 70% de stress à 5% de stress. Par contre, il y a des événements quand on les contrôle pas, qui combinent injustice et absurdité. Comme vous disiez, là, le réacteur, il part en vrille, hein, je suis un électron bombardé de neutrons, comme disait Téléphone, et là, ça part en sucette. Et ça peut être une nuit blanche ou des trucs où on va ruminer. Et puis, moi, dans ce cas-là, j'écris et puis j'efface. Ça m'est arrivé sur un podcast où il y avait un type qui commentait tous les commentaires qui me concernaient et qui m'attaquait. Puis à un moment donné, j'aurais pu m'en foutre. Mais il employait un ou deux mots qui faisaient écho à des événements qui étaient déjà arrivés où on m'avait utilisé ces mots-là à mon encontre. Et là, ça a fait tilt. Et donc, j'ai écrit une réponse que j'ai pas envoyée. J'avais dit, monsieur, alors je le dis crûment, lorsque mon cul lâche un pet, ce qu'on entend est 1000 fois plus intelligent que ce qui sort de votre bouche à tout moment. Monsieur l'inutile et l'insignifiant. Je l'ai écrit, je l'ai regardé, j'ai ri et je l'ai effacé. Parce que je me suis dit, si je l'envoie, je vais avoir un retour du bâton incontrôlable qui va me mettre dans des états pires. Mais ça a été vraiment libérateur parce que je me suis dit, waouh, je l'ai écrit, je le pense vraiment, pas aussi méchamment, et voilà, on est passé à autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs, les gens disent, ah mais c'est des trucs tout bêtes, sans importance. Non,
par nature, c'est pas sans importance, sinon ça ne ferait pas dégoupiller. C'est en général, ça appuie sur les valeurs, ça appuie sur notre ego, c'est-à-dire quelqu'un qui va dire de toute façon vous, il y a que l'argent qui vous intéresse, faire des trucs qui viennent porter préjudice, alors que moi des patients, je leur réponds des fois le dimanche par mail parce qu'ils me disent au secours, il y a un truc qui va pas. Voilà, et donc il y a un tel décalage qui vient, comment dirais-je, disqualifier ce qui a du sens pour nous, que c'est extrêmement violent. Et les autres y accordent aucune importance parce qu'ils ne le perçoivent pas. Donc, moi, je suis toujours vigilant à identifier ce qui va me mettre en zone d'inconfort et me dire pourquoi ça me met autant mal à l'aise, pourquoi cet abruti, quand je le vois, ça me met autant mal à l'aise. Qu'est-ce que ça, quelle est la part de mon histoire, parce que ça se trouve, il y est pour rien, ou quel événement proche a déjà été vécu qui me renvoie à ça. Et si j'y arrive pas, je me fais aider par justement un psy. Je pense à quelqu'un, vous connaissez peut-être Jean-Luc Tournier, qui est assez incroyable sur l'accompagnement des personnes atypiques. Hein. C'est un ami qui m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, il a fait agence matrimoniale en ce qui me concerne, hein, puisque c'est personnel. Voilà. On va pas rentrer dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi des ressources chez des gens qui sont comme nous à un moment donné, parce qu'on a un gros défaut, c'est qu'on veut tout faire tout seul. Tout ce qu'on fait tout seul est souvent juste, mais il y a des pièces du puzzle qu'on n'a pas. Et ça, faut qu'on l'apprenne, c'est notre gros défaut. On pense pouvoir tout faire tout seul. Donc là, on donne des clés, il y a beaucoup de pistes de réflexion. Mais le conseil le plus important, c'est quand vous avez réuni des pièces et qu'il vous manque le mode d'emploi, trouvez la personne qui va vous aider à réorganiser les pièces pour que le puzzle y tienne. Ça, c'est vraiment important. Moi, je vois des gens qui ont fait beaucoup de choix au niveau alimentaire, complémentation, qui sont justes. Rien de ce qu'ils ont fait est à enlever, mais il y a des éléments qui manquent, parfois plus importants, autour du stress ou d'autres choses. Et c'est ces éléments-là que j'aimerais pouvoir faire amener en formant un peu plus de thérapeutes qui aient cette réflexion systémique, euh, en souhaitant qu'ils aient un point commun, c'est qu'ils aient cette singularité aussi qui leur permette de pas avoir à décrypter ce qu'ils entendent, mais à comprendre et à ressentir. Moi, ce que je dis aux patients sur le neuroatypique, je le connais par mon expérience, je le connais par mes lectures, par ce que j'ai appris, mais je le ressens viscéralement. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez ça, mais on est en résonance totale. Et j'hésite pas des fois à dire aux patients ce qui se passe, ce qui arrive me touche. Pour autant, parce que ça me touche, je vais utiliser mon cerveau pour faire preuve d'autant d'exigence que vous pour vous sortir de là. Donc c'est vachement risqué de parler comme ça, mais il y a des gens qui me remercient, disent ça nous rassure de dire que vous êtes aussi obsédé que nous par la qualité du travail. Ce qui autorise à pas trouver tout de suite. Moi, des fois, je dis aux patients, vous savez, je suis devant une porte, j'ai un trousseau, il y a 12 clés dessus, j'ai peut-être pas trouvé la bonne tout de suite, mais je vais finir par ouvrir la porte. Et le plus tôt sera le mieux. Parce que c'est aussi une manière de concéder à notre juge intérieur que on peut pas avoir 20 sur 20 tout le temps, mais que c'est pas possible et que pour autant le travail qu'on va exécuter ne vienne pas porter préjudice à nos valeurs, à notre intégrité. Ce que je disais en ouverture, est-ce qu'il y a un peu finalement pour boucler la boucle quand j'avais attaqué à propos de cette histoire de cette femme qui faisait de la chirurgie cardiovasculaire, c'est que ce juge intérieur, quand on le regarde, on va dire moi j'ai jamais tué personne. Par contre, certainement que des fois j'aurais pu faire un peu mieux, mais le résultat est que cette personne était satisfaite dans la majorité des cas. Donc, j'accepte l'idée qu'il y a un décalage entre mon idéal et ce qui se passe. Je n'ai pas à rougir des éventuelles insatisfactions ou imperfections qui entachent mon travail. Je crois qu'il faut qu'on arrive vraiment aussi à faire cet exercice-là au niveau mental. Oui. Juste deux choses. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, vous formez des professionnels, c'est Je ça? vais le faire, ouais. Je suis en train de chercher à avoir l'accréditation en Suisse auprès de l'ASCA et puis à recruter sur le volet mon panel de quelques thérapeutes que j'ai identifiés, qui ont ce profil, qui sont atypiques et qui sont monsieur et madame et pourquoi, comme je les appelle. Donc ça, je pense pour 2026, ça va être dans les clous. Et j'ai un autre gros carton. On l'avait un peu abordé avant cette interview, c'est les ados
et l'addictologie, parce que c'est un sujet sur lequel vous avez travaillé. Donc Ouais. j'explique que de ce que j'ai pu observer, les filles, beaucoup, mais pas toutes, pour rassurer les parents, elles font des tentatives de suicide et des scarifications, et ça leur fait du bien, et c'est une solution. Pour elles, par rapport aux paniques et aux tempêtes émotionnelles qu'elles reçoivent à l'adolescence, donc il y a aussi des solutions. Quant aux garçons, donc les filles, c'est plutôt un travail d'intériorité comme l'est la nature féminine, et elles attaquent la structure. Et les garçons, qui est plutôt un travail d'extériorité, c'est drogue, alcool et jeu. Ouais. Alors, chez les filles, par exemple, sur ce genre de situation, euh, je commence en leur demandant, voilà, à votre avis, si dans votre classe, il y a des martiennes et des terriennes, dans quelle famille vous vous rangez? Et à votre avis, il y a combien de martiennes qui ont voulu se suicider quand elles ont vu qu'elles ne pouvaient pas retourner sur leur planète? Voilà. Et après, je déroule. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, etc. L'addiction, pour avoir travaillé, avoir fait une thèse d'alcoolologie à l'époque, moi, il y avait ce que j'explique dans le livre. J'ai demandé pourquoi est-ce qu'on devient dépendant d'un produit et pas d'un autre. On me disait, bah, les gens dépendants, ils ont des événements traumatisants, ils ont un manque de dopamine, etc. Avec les connaissances de l'époque, hein, fin des années 80. Et moi, je répondais, mais je suis pas satisfait de votre explication. C'est comme si je vous demandais pourquoi tous les véhicules qui sortent de cette chaîne de fabrication ont des accidents et que vous répondiez, ah, mais on sait pourquoi, c'est parce qu'ils ont le pare-brise cassé, le pare-choc abîmé et l'airbag qui est sorti et la portière rayée. C'est-à-dire que on explique les causes de la pathologie parce qu'il la caractérise, non pas parce qu'il la provoque. Et donc, comme pour l'anorexie, on n'avait pas de réponse. C'est-à-dire que comment on réglait le truc? Bah, le patient alcoolique, il est sevré et puis on lui donnait de l'antabuse lors de sa première sortie à l'extérieur, ce qui fait que s'il buvait un peu d'alcool, il allait vomir. Et donc, on dit, il est guéri, il boit plus. Et l'anorexie, il avait un contrat de poids, donc tant qu'elle remontait pas à un certain poids, gavée comme une oie, elle n'avait pas le droit de sortir. Et donc, dans les deux cas, puisque l'un ne buvait plus et l'autre avait grossi, on disait que c'était réglé, on n'avait rien réglé du tout. Et aujourd'hui, il y a deux axes de réflexion pour comprendre où se nichent les clés de ce phénomène. Il y a d'une part le lien avec addiction, troubles de comportement alimentaire et flore intestinale. Hein, il y a des données assez claires là-dessus. Et bien sûr, les prédispositions à ce que le trouble apparaisse vont s'exprimer quand les événements, les facteurs environnementaux sont propices à cela. C'est-à-dire que une jeune femme ne devient pas anorexique ou se scarifie pas à la naissance, mais c'est lorsque les capacités d'adaptation aux agressions environnementales ne sont plus appropriées ou plus suffisantes, qu'il y a cette décompensation qui survient. Et concernant le deuxième facteur, bien sûr, c'est face au stress, c'est-à-dire que le seul facteur de stress sur lequel on peut jouer, c'est le contrôle. Donc le contrôle sur l'alimentation, le contrôle sur l'activité physique font partie d'une stratégie de gestion du stress chez les atypiques. Il ne faut pas perdre de vue que beaucoup de jeunes femmes anorexiques sont plutôt tête de classe que fin de classe. Hein. C'est quand même tout le contexte auquel on est confronté. Et encore une fois, quand on combine les deux, travaille sur la gestion du stress et l'anxiété d'une part, et travaille sur la flore intestinale, sachant que les deux se communiquent en permanence, hein, c'est un peu la poule et l'œuf. On a des pistes de réflexion et de prise en charge qui sont vraiment efficaces. Quand j'étais dans les Pyrénées-Orientales, j'avais quelques jeunes qui venaient qui étaient accros à la coke. Hein, c'était voilà, c'était des boîtes de nuit de la côte Vermeille. Et effectivement, compréhension des mécanismes en jeu, travail sur l'intestin, travail sur l'accompagnement du stress et de l'anxiété, euh, espace d'échange, c'est-à-dire quel est le mal-être derrière tout ça. Ça me paraît important. Si vous voulez, aujourd'hui, dans la société, on débat de légalisation ou pas, dépénalisation ou pas. Je trouve qu'on ne pose pas bien le problème. Il y a 40% des jeunes de 18 à 25 ans en France qui ont moins touché une fois à la coke. Donc le problème n'est pas de savoir si on dépénalise ou pas, sachant que c'est dangereux, et c'est pas de culpabiliser des gens qui sont dans l'addiction. Le problème, il n'est pas là. C'est qu'est-ce que ça nous dit et qu'est-ce qui, dans notre société, peut amener à ce qu'il y ait autant de gens qui se sentent à ce point en souffrance face aux valeurs, entre guillemets, que renvoie ce monde. Et évidemment, si on dit que c'est un problème de société, réglons le problème et parlons de la société. Et c'est vrai ce que nous disent les jeunes par rapport à leur ressenti. Il y a beaucoup d'adultes à qui ça fait mal d'entendre ce qui est pointé au niveau des renoncements comment dire. J'explique souvent à des adultes qui m'amènent des enfants, des ados qui ont des problèmes
troubles de comportement alimentaire ou d'addiction, si vous recroisiez la personne, vous étiez au même âge, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Quel reniement important vous avez dû finalement accepter pour être là où vous êtes aujourd'hui? Ben, comprenez que la génération qui arrive derrière vous renvoie ça en pleine face et souligne le caractère absurde du monde que vous proposez. C'est-à-dire qu'il y a réellement une problématique de fond. Et bien sûr, si ces jeunes en question sont atypiques, c'est encore pire. C'est-à-dire que je dirais l'absence d'exigence intellectuelle qui caractérise beaucoup de gens qui disent après tout, c'est pas de ma faute si la planète se réchauffe, c'est pas de ma faute si y a la fin de notre monde, c'est pas de ma faute si c'est ça, moi j'y peux rien. Mais c'est sûr que quand les enfants ont des profils atypiques, en particulier idéalistes, c'est pas un fonctionnement qui passe. Et il y a aussi cette dynamique-là qui participe au dérapage, de la scarification, parce qu'ils peuvent pas tuer les parents, donc forcément ça se retourne contre eux. Le trouble d'addiction, faut pas perdre de vue que depuis 68, à tort ou à raison, la banalisation des drogues, les expériences de Timothy Leary et autres, ça a quand même fait du mal. On se rend compte que c'est pas parce que philosophiquement on est libre que les addictions nous libèrent. Ça c'est un autre sujet, mais si on pose ça sur la table, on est tout de suite qualifié de tous les noms rétrogrades et tout ce qu'on veut, alors que moi j'ai jamais vu quelqu'un tirer profit d'une consommation au long cours de stupéfiants. Si on se pose la question, c'est pas bénéfique. Alors quand on pose ce constat, évidemment, il fallait travailler sur les causes. Et justement, dans la droite ligne de cette réflexion, il y avait eu un reportage une étude qui avait été faite aux États-Unis, très intéressante, où ils demandaient à un sondage représentatif d'hommes de la rue si, à leur avis, les gens qui gagnaient des grosses sommes au loto continuaient de travailler. Et donc, plus de 80% des gens disaient non, ils ont gagné de l'argent, ils ont arrêté de bosser. Et la réponse, c'est que 95% des gros gagnants continuent de travailler. Par contre, 9 sur 10 changent de travail. C'est-à-dire qu'en fait, si on est libéré de la contrainte économique, on peut prendre le risque d'être aligné sur quelque chose qui a du sens. Dans le reportage en question qui était passé il y a quelques années sur Arte, on voyait un gars, par exemple, qui faisait la réparation de modélisme ferroviaire. Il dit, mais je m'en fous si je gagne pas ma vie. Moi, je fais plaisir aux gamins qui m'amènent leur locomotive qui marche plus. Il n'avait pas la contrainte économique pour être utile. Et donc, ces chiffres nous montrent que l'un des fléaux auxquels finalement on confronte les jeunes, c'est de leur faire croire que la vie d'adulte est sympa et que le travail est une fin en soi, alors qu'on a oublié que c'est un moyen de réaliser un projet utile. Le schisme, il est là. Et donc, on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion beaucoup plus large pour aider ces personnes à aller bien. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, on est questionné sur le sens de l'avenir de la société. Et bien évidemment, les craintes que ça suscite, les conflits que ça suscite au niveau éthique, expliquent aussi que ces comportements qui apparaissent. Et il faut les accompagner. Dire, je comprends tout à fait vos inquiétudes, mais moi, je leur dis souvent, j'ai jamais été aussi confiant dans le fait que les Martiens vont prendre possession de la planète et vont remettre un peu d'ordre dans ce bordel généralisé. Ça va demander un petit peu de temps. Il y a suffisamment de gens intelligents qui ont réfléchi à plein de domaines. On peut parler d'Aurélien Barraud. Il y en a plein, des gens qui ont des idées sur plein de domaines qui concernent l'organisation de notre planète pour que les choses aient du sens. Mais bien évidemment que la question du sens qui a été on va dire, en flèche après, avec le Covid, ça a été quelque chose d'important. Vous savez, moi j'ai eu le cas, et je conclurai là-dessus, d'une jeune femme qui était danseuse étoile et qui s'est trouvée confinée chez elle parce qu'on a dit on ne conserve que les activités essentielles au pays. Donc c'était une jeune femme qui, depuis l'âge de 6 ans, dansait tous les jours, qui voulait devenir danseuse étoile, qui en faisait son métier, et on a juste de lui expliquer que ce qui la faisait vibrer, en fait, ça servait à rien. Comment voulez-vous que les gens, quand ils retrouvent le droit d'aller dans les salles pour danser, ils aillent bien? Comment voulez-vous qu'ils aillent bien quand ils entendent un truc pareil? Eux, ça les fait vibrer, ça les rend utiles, on leur dit ça sert à rien, sans discernement, alors que être caissière à Carrefour, ça a une utilité sociale. Vous voyez ce que je veux dire? Et je dis pas que ça n'a pas une, c'est pas le sujet, mais
c'est ce qui s'appelle saboter. Je donne un autre exemple. Je prépare une masterclass sur la santé mentale et j'expliquais, pour avoir bossé auprès des équipes de France olympiques de volley et de hand, que dans ces structures, on vous explique qu'il n'y aura aucun jeune né en 2004, qui figurera à l'avenir en équipe de France. Alors, pourquoi? Parce qu'au moment du confinement, c'était des jeunes qui avaient 16 ans, donc ils rentraient en seconde, ils rentraient en sport-études, et pendant 2 ans, au lieu de disposer, de bénéficier d'une éducation technique, tactique, d'une évolution physique avec un encadrement de haut niveau, ils faisaient des pompes chez eux en regardant des vidéos. Et bien évidemment, quand l'histoire s'est arrêtée, qu'ils ont pu reprendre le cours de leur activité, tous ces apprentissages précieux qui doivent se faire à des âges d'or n'ont pas pu être mis en place. Et donc, eh bien, les gens qui sont chargés de la détection et de l'accompagnement du plus haut niveau ont préféré miser sur les jeunes nés en 2005 et 2006 surtout, qui eux, suite à toute cette situation, ont pu effectivement bénéficier des 3 années de développement et d'accompagnement, de perfectionnement qui leur étaient attribués dans le cadre de ces structures fédérales. Et donc, vous imaginez tous ces jeunes qui ont eu des rêves qui leur ont échappé par des décisions d'adultes qui ont été prises peut-être, quand je dis peut-être, c'est pour pouvoir être écouté jusqu'au bout, mais avec un réel manque de discernement, avec des conséquences majeures sur la santé des gens. Et bien sûr que on fait abstraction de tout ça quand on parle de la santé mentale des jeunes. Mais je pense que c'est un vrai sujet exacerbé pour les atypiques qui veulent mettre du sens. Alors beaucoup, ils voudraient mettre tout le sens qu'ils ont à l'intérieur d'un job professionnel. Parfois, c'est possible, mais pas tout le temps. Ce que je leur dis, c'est comme on est en orientation solution, on peut faire du et plutôt que du ou. Moi, j'ai 9 métiers connexes et encore j'en ai d'autres. C'est-à-dire d'avoir une espèce d'ingénierie sociale et professionnelle, avoir plusieurs types d'activités solvables, pas solvables, parce que le problème, c'est la solvabilité, parce qu'on a envie de faire. Et encore pour beaucoup de jeunes atypiques, à qui on leur demande de choisir un job pour le restant de leur vie, à, je sais pas, à 12-13 ans ou à l'école, en tout cas, ce qui est insupportable. C'est-à-dire qu'ils vont dire qu'ils peuvent tout faire, en tout cas, ils n'ont pas de passion et rien les intéresse ou tout les intéresse. Et qu'ensuite, ce qui les intéresse, on gagne pas de sous avec. Ou pour beaucoup de ceux que je vois après adultes, ça fait 35 ans que je fais de l'accompagnement, c'est-à-dire que la majorité des adultes qui quittent des boîtes de sauvages où ils se sont fait plus ou moins détruire, avec une accélération, une exacerbation pendant le confinement, en fait, pratiquement tous ils vont dans l'accompagnement, dans le soin. Il y en a qui vont dans l'IT, dans la culture, sur ce qui les anime. Donc des fois, la proposition que je fais, c'est de dire, est-ce que vous pouvez faire un mi-temps, vous pouvez faire un 80% si la boîte vous le permet, et puis vous montez votre petite activité à l'autre côté, parce qu'il faut faire bouillir la marmite, parce que c'est le papa, parce que c'est la maman, parce que des fois ils sont tout seuls, parce qu'il y a des gamins et tout ça, ça bouffe tous les jours et qu'il y a des factures à payer. Il y a des espèces d'arbitrage où on peut perdre le sens. Et ce que je peux observer aussi, c'est que les femmes peuvent faire disparaître leur douance, plus les femmes que les hommes, disparaître leur douance le temps de cette période de compromis avec les parents, et elle peut revenir à la période de la cinquantaine avec un monde qui a bougé, mais la question du sens dont à peu près tout le monde se fout, elle est fondamentale et viscérale. C'est vraiment le cerveau du surdoué, pour moi, est un cerveau viscéral. Vous avez un avis sur le cerveau des neurotypiques et le machin tout en haut, la petite boîte à musique entre les oreilles, et le cerveau viscéral qui, pour moi, est celui du surdoué. C'est-à-dire le premier cerveau, le nerf vague, puis le cerveau du haut. C'est toute cette ingénierie-là. Oui, et puis les neurotransmetteurs qui viennent de l'intestin aussi, pour rebondir aussi sur ce que vous disiez. Souvent, les personnes qui ont ce caractère atypique vont faire plusieurs métiers au cours de leur vie. Et encore une fois, le regard des typiques à leur sujet, c'est « Ah, mais t'es instable, tu sais pas ce que tu veux ».
C'est-à-dire que là encore, il y a une, je dirais, il y a une dissonance cognitive. D'un côté, c'est super, j'admire que tu puisses prendre tout courage de demain et changer de métier et tout. Et en même temps, moi, j'ai jamais osé le faire. Tu m'énerves et donc le discours est déjà décalé et donc la personne vit la pleine expression de sa potentialité comme une tare entre guillemets puisqu'on lui dit qu'il est instable. La deuxième chose, c'est assez rigolo parce que moi je dis souvent aux gens, vous aimeriez faire autre chose, vous avez peur, et il y a deux types de peur. Il y a la peur réelle qui est je vais manquer d'argent, donc je leur dis vous faites des colonnes, ce qui rentre, ce qui sort. Et moi j'ai eu le cas de quelqu'un qui disait ben moi j'ai vendu mon appart, j'ai pris un meublé, j'ai mis de l'argent de côté, je dois faire 3 ans de formation, je me donne 3 ans pour vivre de mon coaching, mais je ferai pas autre chose. Et qui dit bah voilà, il m'a manqué 800 balles par mois, je vais prendre un mi-temps chez Decathlon. De préférence quelque chose qui m'engage peu mentalement, de manière à ce que toute mon énergie ou l'essentiel de mon énergie aille au développement de mon projet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que bien évidemment, cette notion de projet, elle est souvent liée à ce genre de peur qui est matérielle, mais il y a aussi une peur irrationnelle qui est la contamination par le discours, on va dire, d'abaissement que les autres vous renvoient. C'est-à-dire quelqu'un qui a toujours réussi dans tous ses examens et à qui on dit « t'arriveras jamais à rien », il est convaincu que s'il change de métier, il va pas y arriver. Non pas parce que les expériences de vie lui ont montré qu'il n'y arriverait pas, mais parce que il a, quelque part, pour pouvoir rentrer dans le puzzle sociétal et familial, accepté l'idée qu'il risquait de pas réussir s'il sortait des clous. Et donc, ça demande un autre accompagnement, parce que bien évidemment, ils confondent les deux. Ah, j'ai peur de pas y arriver. Ah, je risque de manquer d'argent. Et vous gagnez quoi? Ben, en fait, non, j'ai suffisamment d'argent devant moi. Donc, pourquoi vous me dites que vous manquez d'argent, vous allez manquer d'argent? En fait, la loyauté à la famille fait qu'ils vont mettre en avant l'argument économique qui est un faux argument ou qui est un vrai argument suivant les cas et qui vont passer sous silence qu'ils se sont laissés contaminer par le discours des autres qui finalement fera qu'un zèbre est beaucoup plus acceptable quand il est au sol et qu'il est morde que quand il rayonne et qu'il réalise plein de choses, parce que il est beaucoup plus insupportable dans sa singularité que dans sa blessure. C'est ce qui fait qu'il est atypique et que c'est une vraie population. Il n'y a aucune étude scientifique sur le sujet. Il y a bien sûr des travaux qu'on peut en extraire, plus sur les travaux aux États-Unis qu'en France, par exemple, ou en français. Pourquoi, je sais pas. Pourquoi, moi j'ai travaillé dans pas mal de pays, il y a des atypiques partout. Pourquoi il y a cette minorité d'atypiques et c'est certainement pas 2%? Parce qu'on n'en sait rien, 2% c'est la cloche, hein. Combien il y en a, on ne sait pas. Et que c'est pas une question de QI, ça n'a rien à voir, mais ça n'exclut pas que des HPI atypiques aient aussi un QI au-dessus de 130, mais ça caractérise pas. Là aussi, il y a des faux positifs et des faux négatifs. Et qu'il y a des neurotypiques qui peuvent avoir 130, comme j'ai déjà expliqué, ils prennent leurs bouquins, parce qu'il y a des bouquins pour booster le QI, ils font leurs devoirs de vacances comme tout le monde, et à la rentrée, ils ont des meilleures notes comme tout le monde. Mais là, on est dans le monde du QI. Le QI, c'est une note, mais sur une base de gens neurotypiques, avec un accompagnement neurotypique, qui peuvent tout à fait avoir des besoins de type neurotypique, du stress neurotypique, des pathologies neurotypiques, mais avec des réponses neurotypiques. Et qu'il n'y a pas de confusion à avoir avec des neuroatypiques, ni de compétition à avoir, sauf que la compétition, elle est issue du monde neurotypique et pas du monde neuroatypique. Et quand on a des trucs bizarres qui renvoient des jeux de compétition, de jalousie, de tout ce bordel-là, ça crée de la haine, de la méchanceté, des fois des gens qui s'effondrent du fait des peurs dont vous parliez. Bien sûr qu'il y a des peurs de l'autre côté et qui s'expliquent très bien, comme l'a fait Carlos. Mais en gros, c'est à nous de nous démerder parce qu'on est en minorité. Le pouvoir, il est toujours à la majorité. Ouais. On est les 2% de champignons au milieu des bactéries. Pardon? On est les 2% de champignons au milieu des bactéries. Les bactéries essaient de nous bouffer, hein, quand même. Ouais, mais c'est nous qui dirigeons. Hein. Le microbiote, il est sous la gouvernance du mycobiote. Il faut jamais qu'on le perde de vue. Et c'est peut-être ça la différence. Bah, c'est ça qui dérange et en même temps, on peut prendre, bah, c'est l'échange qu'on a eu
avec Nikos. Beaucoup de mathématiciens, de chercheurs, de gens qui ont transformé le monde sont des atypiques. Bon, des fois, on leur a fait chèrement payer. Enfin, souvent, on leur a fait chèrement payer. Mais ce sont des éclaireurs, mais c'est assez sacrificiel hein, pour beaucoup. C'est un peu inhérent à ce monde-là. Pourquoi je sais pas. J'avais une question périphérique parce que j'ai vu ça, mais je le savais par ailleurs. Mais dans le bouquin, parlant de microbiote, vous parlez du microbiote de la bouche, c'est-à-dire qu'on peut pas dissocier le microbiote du ventre du microbiote de la bouche. Et je pense que beaucoup de gens ignorent ça. Ouais, et puis tous les microbiotes d'une manière générale, c'est-à-dire que c'est un microbiote qui est en évolution permanente, comme l'explique Martin Blaser dans son ouvrage Missing Microbes. Si on regarde les prédominances de certaines populations le soir après le repas et le matin au lever, c'est pas les mêmes parce que il y a des bactéries qui aiment jeûner, il y a des bactéries qui se nourrissent d'autres choses. Ce qui est important, c'est pas tant les populations bactériennes que les fonctions qui y sont associées. Je vais prendre le temps d'expliquer ça en faisant une analogie. Imaginez un village de la Creuse, la boucherie a fermé, la boulangerie a fermé, l'épicerie a fermé, le bureau de poste a fermé et puis ultime souffrance, le dernier café a fermé. Et donc là, le village commence vraiment à s'inquiéter, il n'y a plus de café. Donc il y a beaucoup de populations qui ont disparu, il n'y a plus de bouchers, il n'y a plus de charcutiers, il y a des gens qui sont partis. Donc il y a une corrélation entre perte de diversité de la population et perte de fonction. Et puis en 2021, il y a un couple de bobos parisiens qui vient s'installer dans la Creuse parce qu'ils veulent refaire leur vie ici. Et ils reprennent l'épicerie, ils disent on va faire un dépôt de pain 2 fois par semaine, on va prendre le courrier qui va être ramassé par la poste, et puis on va faire épicerie. Et donc, même si toutes les populations disparues ne sont pas revenues, les fonctions ont été restaurées. C'est-à-dire que c'est pas en scrutant les populations bactériennes qu'on a les clés et les solutions, c'est en observant les fonctions qui impliquent les bactéries, qui impliquent le système hormonal, le système immunitaire, qui impliquent tous ces éléments-là. Et en fait, là où tout le monde parle de microbiote, je préfère parler d'écosystème. C'est un écosystème beaucoup plus large où les bactéries sont pas en apesanteur dans l'espace intestinal et communiquent avec d'autres acteurs. Et c'est l'ensemble de ces facteurs, l'ensemble de ces fonctions qui sont liées à ces multiples interventions qui font qu'on est en bonne ou en mauvaise santé. Et c'est un sujet de discussion permanent, mais c'est vrai que si à la fin du XXe et début du XXIe siècle, on parlait des régimes optimaux de l'île de Crète et d'Okinawa. Certes, c'est parce que la composition alimentaire adoptée dans ces pays était globalement bénéfique à toutes les cellules de notre organisme, mais surtout parce qu'elle nourrissait toutes les familles bactériennes dont on avait besoin et qui nous le rendaient bien en nous nourrissant en retour. Ça explique Marc-André Solos, par exemple, pour comprendre ça de manière plus claire encore. Les vaches qu'on considère comme des ruminants ne sont pas des ruminants, enfin, ce ne sont pas des herbivores, ce sont des bactériovores. C'est-à-dire que ce qu'elles mangent permet à certaines bactéries de croître et c'est en digérant ces bactéries qu'elles tirent leur énergie. Eh bien, nous, il y a une partie de notre activité, voire de notre métabolisme, qui est inhérent à la manière dont on nourrit nos bactéries. Et donc, quand il y a des désordres importants de nos fonctions, on a des choix alimentaires qui sont quelque part imposés par des bactéries, soit dans des conditions pathogènes ou pas, et on n'est pas des libres mangeurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui va au McDo ou au McQuick plusieurs fois par semaine va répondre à des besoins de certaines bactéries et en les nourrissant, il va entretenir ce problème-là. Et donc, toutes les politiques de santé publique qui visent à faire changer les habitudes alimentaires des gens pensent que c'est ce qu'ils observent est la conséquence de l'absence de connaissance ou de l'absence de volonté ou de motivation. Et je me suis encore fait épingler X fois sur un podcast à ce sujet-là où j'explique qu'on n'est pas des libres mangeurs. Nos bactéries, nos champignons nous font manger ce qui, à un instant T, est bénéfique au maintien de l'écosystème dont nous faisons partie. Et donc, comprendre le comportement alimentaire nécessite aussi de s'attarder sur l'expression de toutes les perturbations immunitaires ou autres qu'on peut rencontrer. C'est extrêmement complexe, mais finalement, quand on garde la bonne distance, hein, on fait de l'impressionnisme physiologique, on voit les grandes idées, on voit les grands mécanismes, on voit comment agir dessus. Et le tort de beaucoup de monde aujourd'hui dans le domaine de la science et de la nutrition, c'est de s'attarder sur les noms des acteurs et tous les dialogues, et le glutathion et machin et tout. Et effectivement, chacun focalisant sur un élément du système, va avoir son quart d'heure de célébrité et donner raison à Andy Warhol, mais le problème de fond, c'est finalement, est-ce que tout n'est pas très simple? Se mettre à l'abri du stress, avoir une activité qui ait du sens,
s'alimenter en lien avec ceux qui finalement croient en même temps que nous, les plantes, les bactéries qui nourrissent ces plantes, avoir une activité physique qui soit bénéfique au fonctionnement de notre cerveau. Et finalement, on se rend compte que on essaie de soigner des problèmes de société, alors que la société dans laquelle on vit a complètement oublié ce qui constituait une sorte d'harmonie ou d'écosystème plutôt favorable pour le développement de l'humain et des espèces qui l'accompagnent. Bah, c'est une bonne synthèse, en fait. C'est-à-dire déjà de s'occuper de notre société à l'intérieur, en y étant attentif avec tous les éléments que vous venez de donner. Ça m'apparaît un bon résumé. Est-ce que, parce que là, on est à plus, à plus de 3 heures, est-ce qu'il y a des choses, parce qu'on on pourrait encore avoir plein de sujets, mais il faut aussi qu'on s'arrête. Est-ce qu'il y a des choses importantes que vous voudriez rajouter qu'on n'aurait pas Non, abordées? je crois franchement que les idées fortes dans l'idée de donner des clés et de faire comprendre plus intimement nos mécanismes, je crois que j'ai eu assez de temps pour faire passer ce qui me paraît pertinent et déterminant. J'essaie d'avoir Merci, du temps long pour qu'on ait le temps. c'est super. Merci beaucoup, Denis. Donc, Merci. on va voir après toutes les informations que je vais mettre dans les commentaires des vidéos. Je pense qu'il va y avoir du monde qui va arriver chez vous, mais avoir le max d'infos de ce qu'on a abordé ou de ce qui peut intéresser les gens. Je vais clore notre séance là et puis on en rediscute après, tout de suite. Bon, ça a été vraiment. Bon bah voilà, je laisse clore et puis je reste en ligne. On fait comme ça, non? Ouais, on fait comme ça. Okay. Merci beaucoup. Je suis ravi. On a abordé plein de choses que des questions qui m'arrivent régulièrement depuis toutes ces années, sur lesquelles j'essaie d'amener des réponses, même si je m'intéresse à la médecine depuis 25 ans. Mais j'ai aussi mes limites, donc moi aussi, je vais chercher des gens compétents, et j'ai un réseau de plusieurs dizaines de professionnels de différentes natures, puis surtout, j'essaie de télécharger tout ce que je peux, y compris très égoïstement pour moi. Donc en gros, faites la même chose, occupez-vous de votre carcasse. On est des prototypes atypiques, donc en gros, on délègue pas toute la machine à des tiers, surtout s'ils connaissent pas le sujet. Après, trouver des gens avec lesquels on peut y se discuter, trouver des gens qui aient des choses à vous amener autrement que de la maltraitance ou de vous renvoyer des responsabilités. Évidemment, si on est atypique, on a travaillé plein de sujets, ça peut déranger beaucoup de professionnels, sauf des professionnels que ça dérange pas. Là, je vous parle de le livre avec lequel j'ai travaillé, mais on en mettra d'autres de ce qu'a fait Denis en ligne. Évidemment, ça parle de la neurodiversité. Évidemment, on fonctionne différemment. Évidemment, on a une machinerie qui fonctionne différemment. Évidemment, ça concerne tout le monde, typique, atypique. Mais comme on a le feu, on a un moteur de réacteur et que ça brûle plus, ça fout un peu plus le bordel. C'est un peu plus exacerbé que les machines ordinaires. Je dis souvent, on a un moteur d'avion de chasse dans une Clio, donc forcément, la techno, elle n'est pas appropriée, ça fout un peu le bordel, et c'est quand même mieux d'avoir, Denis en a parlé, une espèce de hiérarchisation et de pas cloisonner tout ça avec des petits bouts de réponse pour lesquels on n'en finit pas. Donc surtout, travailler avec des professionnels, évidemment qu'on a besoin de tout comprendre, donc on va aller tout chercher, mais il y a un moment donné, il faut aussi se faire aider par des professionnels, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment bossé le sujet, pas des gens qui ont lu un livre 48 heures avant et qui considèrent qu'ils sont compétents. Si possible, des gens qui sont concernés, parce que même des gens pas concernés peuvent être intéressants jusqu'au moment où ils n'ont plus les capacités cognitives ni les dispositions, et où ça peut un peu merder au cours de la route. Et puis, faites gaffe à vous. Et puis, n'attendez pas le dernier moment pour vous occuper des enfants, pas l'adolescence non plus, parce qu'en général, ils sont beaucoup moins collaboratifs à l'adolescence.
vaut mieux commencer avant, et on peut voir plein de choses avant, et on peut le voir de manière non invasive, non violente. Donc voilà, merci beaucoup pour cette nouvelle aventure. Je pense que c'est... là, on a fait deux épisodes précédemment sur la douance et les intelligences extrêmes, mais les intelligences extrêmes ont forcément un impact aussi dans notre colonisation intérieure. La prochaine fois, on va aller se promener sur la vie dans les organisations et ce à quoi on peut être exposé dans le monde neurotypique. Merci beaucoup, à bientôt, prenez bien soin de vous, faites gaffe aux gamins surtout. Et l'aventure continue. Merci.